Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons évoquer ensemble la retraite de l'entrepreneur ou du dirigeant d'entreprise. En effet, pour bon nombre d'entrepreneurs, revendre son entreprise suffit, au moins en théorie ou en tout cas dans l'idée, à préparer sa retraite ou en tout cas à financer sa retraite. Mais est-ce toujours le cas? Est-ce une vraie réalité? Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Sonia Elminger, directrice générale de Social Care Consulting. Bonjour Sonia Elminger. Bonjour Nicolas. Alors vous allez nous expliquer qu'il faut peut-être anticiper sa retraite un petit peu avant la revente de son entreprise. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Fabien Garcelon, fondateur de redchaussée.com. Bonjour Fabien Garcelon. Bonjour Nicolas. Donc bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes entrepreneur, Fabien Garcelon. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à votre retraite ? On y pense très tôt, en fait, quand on est chef d'entreprise, parce qu'on souvent on se met un peu en perspective, aussi bien dans le business qu'à titre personnel. Bien sûr. Donc oui, on y pense. Vous avez commencé à y penser à quel âge, du coup ? Dès que j'ai été en fait indépendant, il y a une quinzaine d'années à peu près. C'est dans le process en fait classique. C'est ça, on se dit finalement, d'un côté mes revenus ne vont plus dépendre que de mon activité et donc mes cotisations ne vont plus dépendre que de mon activité, donc il va falloir que je pense aussi à ma retraite. Oui, et puis psychologiquement on n'est plus salarié. Salarié, il y a quand même une forme de confort. Bien sûr. Où on n'a pas cette inquiétude-là dans la majorité des cas. Et c'est quand on est indépendant, obligatoirement, c'est logique d'y penser en même temps qu'on crée sa société. Sonia Elminger, alors on va évidemment évoquer ensemble les différents dispositifs pour préparer sa retraite, mais juste avant, l'entrepreneur, celui qui monte son entreprise et qui ensuite la dirige, il cotise quand même pour sa retraite. Oui, il cotise. Alors après, ça dépend de son statut. Il peut avoir un statut de dirigeant salarié ou un statut de non-salarié. D'accord. Le dirigeant salarié cotise plus, donc il aura plus à la retraite. Et bien le sûr, dirigeant salarié cotise moins, il aura moins. Donc effectivement, le dirigeant non-salarié est déjà beaucoup plus... protégé. Non salarié, oui, il est justement beaucoup plus enclin à se dire non, je cotise moins, donc j'aurai moins à la retraite le dirigeant salarié. Parce que alors, le dirigeant non salarié, lui, quand il se retrouve à la retraite, enfin lui ou elle d'ailleurs, on se retrouve en fait sur des niveaux de rémunération, si on peut appeler ça une rémunération, en tout cas de pension, qui sont bien moindres que ce qu'il a pu connaître lors de sa vie professionnelle. Oui, tout à fait. Pour la retraite, en tous les cas, on estime qu'un dirigeant, salarié ou non salarié, va avoir une chute de revenus environ de 60 à 70% à la retraite. Ah oui, ce sont des chiffres très importants. Mais bon, en même temps, à 60 ans, on a une espérance de vie de 23 ans pour les hommes et de 27 ans pour les femmes. Bien sûr. Donc on comprend le problème des retraites et l'anticipation qu'il va falloir avoir, effectivement. Bon, si je comprends bien, Fabien Garcelon, il faut que redchaussée.com marche très bien, que vous le revendiez très bien, et puis c'est bon, votre retraite est réglée. C'est aussi simple que ça ? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Déjà, dans chaque activité, il y a une valorisation de la société. C'est pas parce qu'on a une société qu'elle vaut beaucoup d'argent aussi. Bien sûr, donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Il y a aussi l'investissement qu'on peut faire grâce à la société sur de l'immobilier, par exemple. D'accord. Il y a un process qui est assez classique pour les chefs d'entreprise, qui est d'acheter leurs propres locaux et de les financer par une SCI et faire porter, par exemple, le règlement des loyers par cette SCI. Donc, en plus du montant de la société qui est susceptible d'être valorisé et revendu plus tard, on peut aussi profiter de son activité pour faire l'acquisition d'un bien immobilier qu'on revendra également ou pas avec la société. Qui permet effectivement d'avoir un investissement immobilier en plus. Donc exactement. On est dans la pierre. On est dans le dur. Sonia Elminger, justement, cet investissement immobilier, c'est peut-être le premier réflexe qu'un entrepreneur doit avoir pour se composer un patrimoine au-delà de son entreprise. Tout à fait, comme le disait Fabien, l'immobilier d'entreprise, ça c'est vraiment un des moyens et c'est extrêmement utile. Donc on crée une SCI qui va abriter l'entreprise. Vos bureaux, votre entreprise. Et c'est l'activité de l'entreprise qui va payer les loyers, donc qui va financer, entre guillemets, le remboursement. Mais l'immobilier est acquis au nom de l'entrepreneur. Au nom de la SCI. Au nom de la SCI. Et l'entrepreneur est actionnaire de la SCI. Exactement. Et tout à fait. Donc après, effectivement, il peut le garder et percevoir les loyers, même s'il a vendu son entreprise ou vendre le tout. Il peut aussi penser à sa résidence principale. Quand on est jeune, on peut quand même avoir une capacité d'emprunt. Et puis ensuite, il y a tous les systèmes, bien sûr, d'épargne, les PER, les assurances-vie, l'épargne salariale également,
qui sont possibles. Eh ben, on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail. Quand on est entrepreneur, effectivement, qu'on a déjà une entreprise, qu'on a pu faire une acquisition immobilière ou non, quels sont les dispositifs plus classiques qui existent? Est-ce que déjà ça change quelque chose si on est salarié ou non salarié? Là encore, déjà l'épargne salariale, si on prend celui-là, ça n'existe que pour le dirigeant salarié. Alors non, aujourd'hui, l'épargne salariale, on peut justement, en tant que travailleur indépendant, à partir du moment où on est un salarié, on peut utiliser ce dispositif. Même pour soi, même si Oui. soi-même on n'est pas salarié. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et puis il y a également le PER qui a quand même un très gros succès puisqu'il y a plus de 50 milliards aujourd'hui d'encours sur le PER depuis 2019, depuis la loi Pacte. Donc là, ça permet aux dirigeants salariés ou non salariés de se constituer un capital pour la retraite, sorti en rente ou en mixte rente-capital. Bien sûr. Il y a une déduction d'impôt à l'entrée, donc ça peut être intéressant. Mais un chef d'entreprise sur un PER, il peut aller, un PER professionnel, il peut aller jusqu'à 76 000 € de versement par an. Donc c'est quand même des montants. C'est pas le même PER que le salarié classique d'une entreprise. Là, pour le coup, c'est un PER professionnel. C'est ça, c'est pour les indépendants finalement. Voilà, enfin c'est effectivement plus pour les entrepreneurs. C'est l'ex-Madelin. Voilà. D'accord. Ouais, okay. Ça s'appelle PER. Tout a été regroupé, mais c'est l'ancien Madelin, retraite Madelin. Et alors, on reviendra sur l'épargne salariale, mais le PER, c'est un très bon exemple. Donc en fait, on est chef d'entreprise, on cotise, enfin on cotise pas, mais on verse régulièrement sur son PER donc des sommes pour préparer sa retraite. Quand on crée son entreprise, qu'on a 30 ans ou même qu'on ait 40 ou 50 ans, il y a quand même cette idée, quand on verse sur un PER, d'immobilisation, alors sauf quelques cas de sortie, mais d'immobilisation de l'épargne. Quand on est chef d'entreprise ou entrepreneur, qu'on ne sait pas de quoi va être fait la vie économique de son entreprise sur les prochaines années, peut-être qu'on va la revendre, peut-être qu'on va avoir besoin d'argent, comment est-ce qu'on fait pour arbitrer les sommes qu'on verse sur son PER en anticipation de la retraite, comparé à les sommes dont on va peut-être avoir besoin dans 2 ans pour assurer une trésorerie personnelle, par exemple? Alors, c'est vrai que plus on est jeune, plus c'est, surtout quand on monte son entreprise, c'est difficile d'épargner. Donc, il faut commencer petit. Pour donner un exemple concret, quelqu'un qui a 45 ans, par exemple, va verser 300 € sur un PER jusqu'à ses 65 ans. Il pourra quand même prétendre à une retraite, enfin une rente, autour de 380 € par mois et un capital d'un peu plus de 100 000 €. Donc, petit à petit, c'est pas négligeable. Et puis, au fur et à mesure des années, quand on a un peu moins d'endettement, il faut augmenter ses versements, sachant que, comme vous le disiez, en cas de problème grave, on peut quand même débloquer invalidité, surendettement, etc. On peut débloquer... En surendettement, on peut débloquer son PER pour venir essayer d'assainir un petit peu la situation. Tout à fait, en cas aussi de liquidation judiciaire, enfin ce genre de problème très très grave, on a quand même un déblocage anticipé. Donc voilà, ça sécurise malgré tout. Ça peut permettre de rassurer peut-être l'entrepreneur qui commencerait à souscrire à un contrat PER. Alors Fabien Garcelon, je ne vais pas vous demander si à titre personnel vous avez un PER, mais cette question d'arbitrage entre temps long et temps court. Alors effectivement, quand on est salarié dans une situation un peu plus confortable, on a déjà cet arbitrage entre mes projets court terme et mes projets long terme, mais quand on est entrepreneur et qu'on se dit que il peut se passer, la conjoncture peut être très mauvaise, mon entreprise peut ne plus me rémunérer du tout, elle peut perdre de la valeur, comment est-ce que moi, d'un côté, je sécurise demain tout en réfléchissant à après-demain? Ça rentre dans le cadre de la gestion de tous les jours d'une entreprise, où on prévoit aussi les moments difficiles. L'avantage avec les produits que propose Sonia, c'est que c'est modulable. Donc on a fait une bonne année, on va en profiter pour sortir un petit peu de cash de la société et puis aller le mettre au chaud dans ce genre de produit. Tout en sachant que s'il y a le moindre problème, en effet, on peut récupérer cette somme. Donc, ce n'est pas une vraie problématique. C'est juste une décision de gestion en tant que chef d'entreprise, à vouloir se donner un petit peu de confort et puis savoir bien gérer ses flux financiers. Bon, alors, sachant qu'effectivement, donc là, le PER, donc effectivement, les fonds sont bloqués, mais il y a d'autres mécanismes. Il y a l'assurance vie où là, pour le coup, c'est plus simple, entre guillemets, de faire entrer et sortir des flux d'argent. Vous nous avez parlé du PER, vous nous avez parlé d'épargne salariale également. Alors, l'épargne salariale, moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, je suis entrepreneur, j'ai un seul salarié. Je peux moi aussi utiliser ce mécanisme alors même que je ne touche pas de salaire finalement, je ne me paye pas en salaire tous les mois.
Oui, oui, tout à fait. Il y a pas mal dans l'épargne salariale, là, il y a pas mal de mécanismes. Il y a le PEE, donc avec l'abondement. Bien sûr. Il y a également le PERCO, enfin la possibilité Oui. de mettre de l'argent pour la retraite. Donc il y a quand même aujourd'hui, avec des charges très limitées, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'imposition, enfin pas de charges sociales. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant pour le chef d'entreprise et également le chef d'entreprise salarié ou non salarié. Vous pouvez en bénéficier et puis en faire bénéficier aussi vos salariés. D'accord. Alors après, il faut quand Donc même... là, c'est l'entreprise qui cotise pour moi quelque part finalement. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Enfin, l'entreprise que j'ai créée, dont je suis propriétaire, donc c'est logique quelque part. Mais donc du coup, effectivement, c'est Oui. l'entreprise qui cotise pour moi, entrepreneur. Tout à fait. Et pareil pour le PER entreprise, on va dire. Il y a aussi le PER catégoriel. Donc là, c'est D'accord. pour les dirigeants salariés. Pour certaines catégories de salariés, là, c'est une obligation de l'entreprise de verser pour ses salariés. Donc ça peut être aussi un dispositif intéressant. Et alors, au-delà donc du coup de cette épargne salariale ou du PER, comment est-ce qu'on peut préparer sa retraite quand on est entrepreneur, des mécanismes plus classiques qui sont connus par le grand public, si je puis dire, l'assurance vie par exemple? L'assurance vie, oui, oui, tout à fait. Alors c'est complémentaire avec l'épargne salariale ou le D'accord. PER. Ah oui, c'est pas un choix, c'est qu'en fait il faut faire un petit peu de tout, c'est ça pour Diversifier. diversifier non Tout à seulement fait. ceux dans quoi on investit et en plus de Oui. ça les différents mécanismes d'entrée ou de sortie. Tout à fait, parce qu'effectivement, l'assurance vie, comme vous le disiez, c'est disponible tout de suite. Bien sûr. Donc là, ça peut être une poche de cash si jamais on a un problème. Alors par contre, là, quand on met dans de l'assurance vie, c'est pas comme le PER avec une déduction donc fiscale Bien sûr. à l'entrée, mais c'est disponible. Donc c'est vrai d'avoir un mixte des deux. Ça permet quand même de bien se couvrir. Et puis il faut le faire le plus tôt possible. Et puis évidemment, l'immobilier, là, c'est plutôt Fabien qui est le professionnel de l'immobilier, parce que ça utilise le levier de l'endettement. Et ça permet donc de se constituer un patrimoine pour la résidence principale ou pour du locatif aussi. Et de cumuler sa possibilité de remboursement personnel, mais aussi celle de l'entreprise. Fabien Garcelon, je vais vous embêter encore un peu. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de retraite à 60 ans, à 65 ans. Vous êtes capable de nous dire à quel âge vous partirez à la retraite aujourd'hui? Aux alentours des 70 ans, je pense. 70 ans, donc déjà 5 ans de plus que ceux qui partiraient le plus tard à la retraite. C'est un peu le piège quand on est chef d'entreprise aussi et qu'on a la chance de faire un métier qu'on aime. On n'a pas obligatoirement mis en perspective d'arrêter. D'autant plus que moi, je suis dans une activité où plus le temps est mon ami. Plus je suis présent sur le marché, plus je suis reconnu et plus mon métier est agréable à faire. Donc je pense que je vais le faire encore très longtemps. Est-ce que ça peut arriver, un entrepreneur qui se dit « Tiens, je partirai à la retraite à tel âge » et au final, la situation de l'entreprise fait que, en fait, il faut encore attendre quelques années. Ça, c'est quelque chose c'est un piège, entre guillemets, ou un risque que l'entrepreneur doit avoir en tête? L'entrepreneur, il ne fait que de prendre des risques. Donc votre question, elle est intéressante, mais elle est intrinsèque au business de l'entrepreneur. C'est une aventure, donc on sait à peu près quand on commence, on ne sait jamais vraiment quand ça va se terminer et comment ça va se terminer. D'où l'intérêt d'avoir quand même d'être prudent avec les produits de Sonia, en investissant aussi dans son entreprise, dans l'immobilier, en achetant sa résidence principale. C'est tout un tout qui fait qu'on est beaucoup plus rassuré, quoi qu'il arrive, dans la vie de la société. Sonia Elminger, même question sur ce timing de départ à la retraite. Quand on est entrepreneur, effectivement, on peut se fixer un objectif et en fait se rendre compte que c'est pas du tout le bon moment pour vendre son entreprise ou que y a des problèmes. Donc en fait, il faut rester. On estime à 3 ans le temps où il faut rester ou à 5 ans ou autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On retarde sa retraite ou on trouve des solutions intermédiaires? Oui, justement, là, on ne sait pas si ça va continuer, mais je pense, j'espère. On peut quand même en parler, puis on verra. Voilà, tout à fait. Il y a un système qui existe. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre retraite à 62 ans et faire un cumul emploi-retraite. Et notamment pour le travailleur indépendant, il n'y a pas de plafond. Donc, ça permet soit de vendre et de rester un petit peu dans l'entreprise tout en ayant sa retraite et puis d'accompagner le repreneur, soit de compléter ses revenus après l'âge légal, si on a tous ces trimestres, etc., de la retraite. Donc, c'est un très bon dispositif pour aller peut-être jusqu'à 70 ans, comme le disait Fabien. Donc, ça veut dire qu'on
On prend sa retraite, Oui. théoriquement, administrativement, Oui. mais on se lève le matin, on continue à aller travailler. Tout à fait. On continue à aller travailler et à compléter ses revenus. Donc on continue à toucher un revenu de son entreprise. Une rémunération. Une rémunération, On peut salaire faire ou autre. un mixte aussi avec des dividendes. Donc, si on est dirigeant salarié, ça peut être très intéressant de faire un mixte dividendes et revenus complémentaires avec le cumul emploi-retraite. Et alors, quel intérêt d'actionner ce mécanisme de retraite si on continue à aller travailler? C'est qu'ensuite on peut aménager peut-être le temps de travail qu'on passerait au sein de son entreprise? Oui, effectivement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les clients en général lèvent le pied. D'accord. Donc, ils font un cumul emploi-retraite, mais ils vont quand même travailler moins avec Un stress en moins. un stress peut-être en moins, exactement. Et puis peut-être être dans une autre optique également de transmission. Donc ça fait une transition en douceur. Merci beaucoup Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, de nous avoir expliqué comment on peut préparer Merci, sa retraite Nicolas. quand on est entrepreneur. Merci également Fabien Garcelon, fondateur de redchaussée.com, pour votre témoignage un petit peu sur ces questions de retraite que tout entrepreneur se pose. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.